Tristan Bouquegnot commençait son ouvrage Doit-on craindre la foudre par La foudre mystérieuse nourrit l'esprit humain depuis ses origines. En effet, tout au long de son histoire, l'humanité s'est représentée ce phénomène par des forces supérieures telles que Zeus ou Thor. Seulement, il est aujourd'hui peu conventionnel et scientifique de définir la foudre par ses personnages. Alors dans ce cas, qu'en est-il vraiment ? D'abord, la foudre, ce n'est pas quelque chose qui vient seul. Il y a la foudre, l'éclair et le tonnerre, et ce, précédé d'un orage évidemment. La foudre correspond à un phénomène naturel de décharge électrique lié à une différence de potentiel électrique dans l'espace qui est alors défini par un champ électrique. On reviendra sur ces deux notions plus tard. Ensuite vient l'éclair, la vive lumière fruit du passage du courant dans l'espace. On parlera d'ailleurs plus d'éclair que de foudre, même si c'est bien cette dernière qui nous intéresse. Seulement car à l'œil, on observe l'éclair et non la foudre. Enfin, 900 000 fois plus lentement, vient le tonnerre. L'air chauffé à 30 000 degrés Celsius par le passage du courant se dilate, mais à une vitesse si élevée que cela génère une onde sonore violente. Voilà le tonnerre. Tout ceci nous a questionnés. Après tout, ce phénomène semble être si rapide et violent qu'il paraît incontrôlable. Alors, si cela est possible, comment prévoir et se protéger de la foudre ? Nous allons donc, dans un premier temps, démontrer son déplacement, puis dans un autre, nous allons mettre en évidence les moyens de s'en protéger. D'abord, un petit topo sur l'orage. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne s'agit pas d'un nuage qui passe au-dessus de la mer, plus tard relâcher l'eau aspirée par vaporisation. Il s'agit en fait d'un cumulus qui se développe grâce à de l'air chaud et humide pour former un cumulonimbus, nuage d'orage de 14 km de haut et encore plus de large. On parlait dans l'introduction de potentiel électrique. En effet, au sein de ce nuage, les vents sont à 150 km/h, ce qui a pour effet de brasser les particules qui constituent le nuage, les cristaux de glace et les grains de grésil. Les cristaux de glace et les grains de grésil, de l'eau et de la poussière. Et ce, de haut en bas et de manière cyclique. Alors, les grains de grésil les plus lourds que les cristaux de glace et qui descendent, arrachent des électrons à ces cristaux qui sont plus légers et donc remontent. On a donc la configuration suivante. Le nuage est comme une pile, car à ses extrémités, les particules sont chargées de manière opposée. Et lorsque celle-ci est trop importante, des traceurs partent de chaque borne du nuage dans des directions aléatoires. Quand deux traceurs se touchent, le courant suit leur trajectoire pour former un éclair intranuageux. Les charges négatives du sol sont repoussées car on a également des charges négatives à la base du nuage, et ce par opposition. On entre donc dans la même configuration que dans le nuage, et on a un éclair nuage-sol. On a donc vu qu'il n'y avait pas de foudre sans orage. Il est donc légitime de penser qu'on prévoit où la foudre va tomber en prévoyant la météo. Seulement, la météo dépend d'un nombre incalculable de paramètres. Température de l'air, humidité de l'air, la vitesse du vent, le climat au sol, la pression, les nuages, etc. Et l'accumulation des variations de ces paramètres, aussi infimes soient-elles, mènent à l'imprévisibilité totale. C'est la théorie du chaos. Et la foudre est un phénomène chaotique. Alors comment est prévue la météo ? Eh bien, les météorologistes, en plus de suivre en direct le déplacement des nuages, lancent des milliers, voire millions de simulations où les paramètres sont différents dans chacune d'elles. Si par exemple il y a 40% de simulations qui montrent, grâce à leurs résultats, qu'il y aura de la pluie à Nantes, alors il y aura 40% de chances qu'il y ait de la pluie à Nantes. Rien de certain donc. Ajoutons à ça l'aléatoire des traceurs du nuage, et il nous est donc impossible de savoir avec certitude où la foudre va tomber. Nom de Zeus. Nous avons vu précédemment qu'il était impossible de prévoir un orage à une échelle d'une semaine, par exemple, comme à la météo. Pourtant, il y a bien un moyen de prévoir là où la foudre va tomber. Même si ce n'est pas forcément celui qu'on croit. On va inciter la foudre à frapper là où l'on veut qu'elle frappe. C'est l'effet de pointe. L'effet de pointe, c'est quoi ? L'effet de pointe est le nom donné à l'accumulation des charges électriques et donc à la création d'un fort champ électrique au niveau des points culminants d'un espace donné, comme une plaine ou une plage.
En physique, un champ électrique est le champ vectoriel créé par des particules chargées électriquement. Si une autre charge se trouve dans ce champ, elle subira l'action de la force électrique exercée à distance par la particule. Le champ électrique est en quelque sorte le médiateur de cette action à distance. Le champ vectoriel est une portion de l'espace découpée en un plan où la grandeur étudiée est définie par sa valeur, sa direction et son sens. Nous avons fait une expérience avec la machine de Wimshurst. Cette expérience démontre l'effet de pointe. En effet, la foudre part des nuages et frappe donc le sol dans la nature, mais si elle le peut, frappe là où le chemin est le plus court, donc le plus haut. C'est la même chose dans notre expérience, mais ici, l'arc est horizontal. Une application typique de ce phénomène est le paratonnerre. Son fonctionnement aujourd'hui est mieux connu. La structure d'un paratonnerre est composée d'une tige placée en hauteur, puis connectée à la terre par un ou plusieurs éléments métalliques, appelés conducteurs de descente, capables de conduire l'électricité. Le paratonnerre n'attire pas la foudre, mais rend plus probable sa destination grâce à l'effet de pointe. Il existe de nos jours 3 types de paratonnerres, les plus utilisés. La pointe simple, la cage maillée et le PDA, le paratonnerre à dispositif d'amorçage. Heureusement, grâce à l'évolution de la technologie, l'humanité est capable de se protéger très efficacement de la foudre. Il existe de nombreuses installations pour nous protéger de cette dernière, notamment les paratonnerres. De nos jours, les 3 types de paratonnerres les plus utilisés sont la pointe simple, une tige en hauteur accompagnée d'une ou de 2 descentes associées chacune à une prise de terre. La cage maillée, plusieurs pointes reliées entre elles couvrant les arêtes ou la toiture à protéger. Ces pointes sont reliées par un fil fin, des filins conducteurs interconnectés reliés à la terre et formant une cage. Le PDA, le paratonnerre à dispositif d'amorçage, dispositif qui génère des traceurs précoces par rapport aux traceurs ascendants naturellement émis par une pointe simple. Ce dispositif permet d'accroître la distance d'amorçage et la zone de protection du paratonnerre. On peut aussi se protéger grâce aux isolants électriques comme la pierre, la stéatite ou encore la bakélite. Cependant, nous ne sommes pas toujours chez nous, et il existe un moyen de se protéger à l'extérieur. En effet, lors d'un orage, être dans sa voiture vous rend intouchable à la foudre. Car grâce aux pneus, constitués de caoutchouc et grâce à la structure métallique du véhicule, la foudre va venir s'abattre sur la voiture, traverser la carrosserie et longer le caoutchouc pour venir se propager dans la terre. C'est le principe de la cage de Faraday. C'est avec la machine de Wimshurst, dans une autre expérience, où nous avons placé un matériau isolant et un matériau conducteur entre les 2 boules de l'éclateur, que nous avons pu confirmer les phénomènes précédents. Ça allonge la surface de l'objet. Ouais, comme pour les avions. Ouais, c'est une cage de fer. Ouais. Je pense qu'on peut. En cas d'orage, le risque de foudroiement est faible, mais existe, et pour les malchanceux, il est courant. Je t'ai déjà dit que j'avais été frappé par la foudre 7 fois. Nous allons maintenant voir les dangers de la foudre. Prenons un homme sur un terrain de golf en France. Il y a 1 million de coups de foudre nus à sol par an en France. 40% des impacts sont sur des surfaces planes, soit 400 000 éclairs. Parmi eux, 30% sont sur l'eau, 30% sous des arbres et 40% sur des terrains de golf. Donc environ 160 000 des impacts sont sur la pelouse de ce sport. Il y a 300 foudroyés tous les ans, donc 48 touchés sur les terrains. 10% des personnes touchées par le foudre meurent, soit environ 5 morts. La foudre tue environ entre 10 et 30 personnes par an. Ce phénomène, contrairement à ce qui fait penser, est peu meurtrier, tout simplement car il existe 2 types d'éclairs. Éclair dit direct et indirect. L'éclair direct est celui qui touche directement une personne. Le courant traverse et touche le cerveau et les organes vitaux comme le cœur, en formant des figures de Lichtenberg. Ces figures sont la représentation du passage du courant dans les capillaires. On y survit rarement, mais heureusement, ce phénomène correspond qu'à 5% des foudroyés. Les terrains de golf sont dangereux à cause de ceci. Golfeur étant seul sur une étendue plane, il représente un point de hauteur. Son club de golf levé vers le ciel pour se préparer à tirer la balle crée un effet de pointe. L'éclair direct est plus présent dans ces cas-là. L'éclair
indirect est moins mortel, mais plus fréquent. Il en existe 4, mais le plus fréquent est celui dit latéral. En effet, il s'agit d'un éclair touchant un arbre ou le sol. Le courant va se déplacer dans la terre en cherchant le chemin avec le moins de résistance, d'où le trajet aléatoire des traceurs. Le corps humain étant plus conducteur que le sol, le courant va entrer dans une jambe, passer par le bas-ventre et sortir par l'autre jambe. Pour éviter ça, il faut coller les jambes. Ainsi, la foudre ne passe pas. Mais pourquoi un phénomène avec une puissance de 300 000 volts ne tue pas? La majorité des 300 000 volts vont passer à la surface de la peau, qu'on appelle un arc de contournement. Et c'est l'énergie dégagée par le courant qui est la plus dévastatrice. Le sol va lui aussi diminuer la force de la foudre. Plus l'impact est loin, moins le courant est puissant. Et l'électricité ne touchant pas les organes vitaux, le danger est moindre. Vous avez maintenant les bases pour comprendre le déclenchement de la foudre, savoir à quel endroit elle frappe le plus souvent et comment S'en protéger. Pour répondre à la problématique comment prévoir et se protéger de la foudre, on peut dire que trop de facteurs rentrent en jeu pour localiser à l'avance l'impact de la foudre. On peut toutefois inciter cet impact à se situer à un endroit souhaité. Enfin, on a vu que les risques de mourir foudroyé étaient assez faibles. De plus, il existe en zone urbaine, là où plus des 3/4 de la population française vit, de nombreuses infrastructures nous protégeant de la foudre. Dans notre TPE, on s'est donné une image peu valorisante de la foudre. Mais sachant que l'énergie délivrée par un coup de foudre équivaut à 20 centrales nucléaires, ne serait-il pas possible, voire avantageux, d'utiliser cette puissance à notre avantage? Bon, de toute façon, on a plus de chances de mourir frappé par une noix de coco que par un éclair donc.